Nous sommes à une époque où l'humanité colonise une part toujours plus grande de la Voie lactée. La Terre n'est plus qu'un lointain souvenir, mais elle a légué à la galaxie une race avide de conquêtes et de profits. Les gouvernements de jadis ont fait place aux corporations tentaculaires, qui elles-mêmes se sont regroupées pour former la sphère de coprospérité galactique, GCPS. Et depuis lors, les autres espèces conscientes ont appris à craindre la soif de pouvoir et de conquête qui anime notre espèce. La GCPS est un ogre qui n'a qu'une seule obsession, réaliser toujours plus de profits, et ce, quels que soient les moyens employés. C'est ainsi que dans l'ombre, de nombreuses races attendent leur heure, le moment où le colosse s'effondrera, et où les peuples spoilés par l'ogre capitaliste pourront récupérer le fruit de leur dur labeur et redresser la tête dans un juste partage des profits jusqu'à leur vampiriser par la classe dirigeante et, je voulais dire, retrouver leur liberté et leur souveraineté territoriale. Pour atteindre ces objectifs, la GCPS signe des contrats ou, quand cela est plus rentable, utilise la négociation musclée. Les zones forceurs, une armée sans visage de surhommes suréquipés qui impose la volonté des corporations par une débauche de violence. Cependant, il est des forces dans l'univers que la puissance militaire ne peut pas abattre, et au fur et à mesure de ces explorations, l'humanité a réveillé un mal ancestral qui avait déjà rayé de la galaxie d'antiques civilisations extraterrestres. Quand il s'éveille, il s'agit d'une épidémie très contagieuse qui prend source alors que les missions d'exploration découvrent un artefact antique ou un monolithe. Ces vecteurs de propagation se retrouvent assez étonnamment partout dans la galaxie et le résultat en est invariable. L'ensemble de la population se transforme en une horde d'abominations assoiffées de sang. La réponse ferme et pragmatique de la GCPS est invariablement la même. Le protocole d'isolement de la planète. La planète est alors supprimée des cartes galactiques et elle est abandonnée à son destin. Ceux qui sont très haut placés osent à peine chuchoter le nom que l'on donne à ces planètes. Mais, dans les plus obscurs des ruelles, au fin fond des bars, ce nom résonne comme une promesse de richesse absolue pour celui qui aura assez de courage et d'ambition pour se rendre dans les Dead Zones. Dead Zone, c'est donc un jeu de chez Mantic distribué par Légion Distribution. D'ailleurs, c'est Légion Distribution qui m'a envoyé tout le matériel que vous avez là, qui a peint les éléments de décor, qui a fourni aussi toutes les figurines. Donc, un grand merci à Légion Distribution. Maintenant, le principe du jeu, comme vous le voyez, c'est de l'escarmouche. Escarmouche, ça veut dire que vous allez jouer très peu de figurines. Là, on est parti sur des bandes qui sont aux alentours de 10 figurines. C'est rapide à jouer, c'est facile à jouer, c'est tout ce qu'on va trouver chez Mantic. C'est la marque de fabrique de chez Mantic, c'est-à-dire dans un premier temps, quelque chose qui est accessible. Alors en termes de jeu, parce que comme je vous le dis, les règles, c'est facile à prendre en main, on va le voir dans la vidéo, franchement, une fois que vous êtes sorti de la vidéo, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, en termes d'accessibilité sur les figurines, parce qu'elles sont faciles à monter, on est sur des choses assez classiques, c'est-à-dire vous avez le torse, les pieds, vous mettez les bras, la tête, vous pouvez tourner, vous pouvez moduler un petit peu ça. Et puis après, accessible en termes de prix aussi, parce que l'ensemble de ce que vous voyez là, alors la petite différence c'est que là j'ai le tapis néoprène, mais sinon dans la boîte de jeu vous avez un tapis papier. Et bien l'ensemble avec les décors, avec les dés, avec les bouquins en français, et bien c'est 120 €, voilà, sachant qu'en plus vous pouvez le trouver sur d'autres sites comme My Hobby Place avec en plus une remise, donc c'est vraiment hyper facile d'accès. Ensuite, c'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui est fait pour être tout de suite dans le feu de l'action, donc c'est de l'activation alternée, et évidemment pour un jeu d'escarmouche, sinon ça aurait moins de sens, moins de percussion, et puis c'est un jeu aussi d'objectif, c'est-à-dire que le but c'est pas forcément détruire l'adversaire, même si détruire l'adversaire va rapporter des points de victoire, c'est aussi de capturer, suivant les missions, des zones d'objectif. Alors comme je vous l'ai dit, Légion me prête sa boîte, donc du coup je ne peux pas vous faire un unboxing en tant que tel, mais en tout cas je vais vous montrer tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez deux livres de règles, le livre de règles, donc qui va détailler comment jouer, les missions, et puis le livre de faction. Et en fait, avec ces deux ouvrages, vous jouez complètement, parce que dans le livre de faction, vous avez toutes les statistiques des figurines de toutes les armées. Donc avec ces deux choses, on est vraiment très bien. Ensuite, on a un système de démarrage rapide, c'est-à-dire qu'avec
ce petit guide Getting Started. Donc vous avez comment monter les figurines. Quand il y a des codes couleurs, bah, ça veut dire que vous avez des options d'armes, tout simplement. Et puis après, voilà, comment monter aussi vos différents décors, sachant que vous avez eh bien, des petits choix, voilà. Et puis, encore plus loin, pour vraiment avoir le pied à l'étrier, vous avez comment faire votre première partie. Donc on a ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est un plateau de jeu. Donc d'un côté, vous allez avoir eh bien, le terrain de jeu, donc vous voyez, avec des cases. Ça, je vais en revenir hein, dans les règles, mais c'est un jeu qui se joue sur des cases. Et de l'autre côté, c'est encore mieux fait. Eh bien, vous avez un système qui va se mettre comme ça entre les joueurs. Le plateau est directement marqué dessus, c'est-à-dire que vous avez l'emplacement des figurines, hein, c'est les petites zones avec des ronds de couleurs. Et puis, de votre côté, vous avez les statistiques des figurines que vous allez jouer. Donc, c'est vraiment fait pour que votre première partie soit hyper facile d'accès, hyper aidé. Vous avez toutes les règles spéciales. De votre côté, c'est vos règles spéciales. De l'autre côté, c'est les règles spéciales de l'adversaire. Il n'y en a pas énormément. Vous avez votre mission, vous avez le rappel des actions. Et ça, bah, je trouve que c'est une excellente idée en fait pour mettre le pied à l'étrier et pour qu'on puisse vraiment démarrer, même si on n'a pas vu une vidéo sur YTV par exemple. Ensuite, vous avez deux planches de tokens, donc avec justement vos points de victoire, le fait que vous ayez activé ou pas les unités. Les petits items, alors les petits items, c'est assez marrant parce que ça va vous donner différents bonus que vous allez pouvoir utiliser en termes de jeu. Les marqueurs pour blesser les figurines, parce que certaines figurines peuvent avoir plusieurs points de vie. Et puis les marqueurs d'objectifs. Donc ça, vous avez deux planches comme celle-ci. Ensuite, il y a deux types de dés, donc DD8 et DD6. Alors les D6, ils n'ont pas de valeur, mais ils ont des symboles. Et chaque symbole, en fait, va vous permettre de faire des actions bonus dans votre phase de commandement, dans votre phase de jeu. Ça, on va y revenir. Sinon, après, l'intérêt, c'est que le D8, eh bien, ça permet un plus grand pool de possibilités. Parce que quand vous êtes sur un D6, ça veut dire qu'il y a juste 6 distinctions. Donc, c'est-à-dire qu'entre le meilleur flingue de la mort qui tue, manié par le meilleur des gars, et le truc le plus pourri qui puisse exister, il n'y a que 6 crans de différence. Alors que quand vous avez un D8, eh bien, ça laisse, mine de rien, un peu plus de place pour mettre des choses un peu spéciales. Et puis, vous avez un système de dés explosifs. Dans les jeux de la gamme Denzone, à chaque fois que vous allez faire un 8, eh bien, vous allez gagner le droit de relancer un dé bonus. Donc, ça va vous permettre de faire des touches en plus, de faire des sauvegardes en plus, et puis, si vous avez vraiment beaucoup de chance sur le D8, eh bien, de vous en sortir un petit peu mieux. Alors, je vous ai dit que Dead Zone, ça se jouait sur des cases, et en fait, techniquement, ça se joue même sur des cubes, parce que je pense qu'on est sur un des jeux qui intègre le mieux la 3D. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des éléments en 3D, c'est très facile de les gérer. Il faut imaginer que chaque zone de cube va représenter voilà, une pièce. Donc vous avez des terrains. Alors si vous avez des terrains ronds, etc., on peut les jouer, mais ça va être moins dans le game design du jeu, mais ça peut totalement se jouer, hein, parce que vous voyez, on peut avoir des éléments comme les poubelles, les petits distributeurs ou des choses comme ça, donc peu importe. Et le système, c'est que vous ne mesurez pas proprement physiquement avec un mètre. Donc, on évite le « Ah, t'es sûr? Ah, parce que moi, je pense qu'il manque 3 mm, voire 2. Ah ouais, si. » Ça, on oublie parce que tout simplement, vous comptez les cases. Donc, les armes, elles ont une portée en termes de cases. Donc, si on dit 5 cases, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je peux tirer. C'est aussi simple que ça. Pour déplacer les figurines, c'est aussi assez merveilleux. En fait, vous déplacez où vous voulez votre figurine dans la zone. Donc, c'est-à-dire que si, eh bien, je veux me cacher, je vais me cacher. Je suis totalement libre. J'ai pas à mesurer. Est-ce qu'il me manque les 2 cm qu'il fallait pour arriver derrière la poubelle? Si j'ai envie de me mettre dans la poubelle, je me mets dans la poubelle. Si j'ai envie de me mettre à découvert, je me mets à découvert. Peu importe. Il y a juste une règle à respecter. C'est un nombre maximum de figurines par case. Alors après, je vous disais que le jeu gérait extrêmement bien les hauteurs, et ça, c'est pas donné à tous les jeux parce que simplement, si vous avez un chemin, eh bien, vous pouvez grimper. Tout simplement, donc voilà, comme ça vous grimpez d'étage en étage, et on peut imaginer que vous construisiez vraiment quelque chose de très dense avec vraiment beaucoup de décors et en cassant énormément les lignes de vue. Alors les lignes de vue, justement, comment ça se passe? Eh bien, c'est de la ligne de vue réelle ou alors quasiment réelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder par les yeux de la figurine, donc c'est important d'être dans un coin ou pas dans un coin, ça va changer des choses. Par contre, après, la figurine cible, eh bien, elle a une zone, c'est-à-dire que vous allez
créer un cône au-dessus de votre socle et c'est ce qui va définir si les parties sont visibles ou pas. Sous-entendu, si vous avez votre général qui tend fièrement sa bannière, eh bien, comme elle va sortir de cette zone d'engagement, de visibilité, eh bien, vous pouvez faire des grosses conversions sans pour autant dire « Ah bah non, bah, je vais être tout le temps visible, je vais avoir un inconvénient comme à certains autres jeux, tout simplement. » Alors pour la suite, je vais m'appuyer sur le livre de Dead Zone. Donc déjà, on regarde le sommaire. Comme vous le voyez, c'est pas énorme en termes de règles. La règle de base, ça commence à la page 9 et on termine à la page 26. Donc ça fait genre 17 pages de règles. Alors après, vous avez des mots-clés, bien sûr, mais les règles, et en plus, c'est écrit très simplement. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'était que la mise en page, elle n'est pas ultra dense. Alors là, c'est dense parce que vous avez un petit peu de lore. Bienvenue dans Dead Zone, on vous explique un petit peu ce que c'est, très bien. Le matériel de jeu, donc les socles, les figurines, les D6, les D8, les caractéristiques. Donc toutes les figurines vont avoir ce type de profil. Premièrement, vous trouvez bien sûr le nom, et puis vous trouvez en dessous les valeurs d'armement. Pourquoi? Parce que le coût en points va être calculé sur l'équipement que vous allez avoir. C'est assez logique. Donc vous avez la vitesse. Alors la vitesse, il y a deux valeurs. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de mouvements. Un mouvement simple qui va vous permettre, là en l'occurrence, de bouger d'une case, et un mouvement rapide qui va consommer tout votre tour, parce qu'on va avoir plusieurs points d'action. Ça, c'est un très bon système. Et vous allez bouger dans ce cas-là de deux cases. Mais on peut avoir des choses par exemple de 1-1 si on est très lent, ou alors 2-5 si on est extrêmement rapide, je ne sais même pas si ça va jusque là. Ensuite, tir, c'est la valeur à faire sur les dés que vous allez lancer, donc 5+, ça veut dire si vous lancez un dé 8, ça fait 5, 6, 7, 8, hein, ça on commence à avoir l'habitude. Ensuite, le combat c'est exactement la même chose au corps à corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs-là, elles sont jamais modifiées, il n'y a pas de +1 pour toucher, -1 pour toucher, etc. Par contre, vous allez lancer un nombre de dés différents si vous avez des bonus, et en enlever si vous avez des malus. Ensuite, la sauvegarde, c'est assez simple. Une fois que vous avez pris des blessures, vous allez jeter un nombre de dés et il faut faire cette valeur-là pour réussir. Donc là, en l'occurrence, 4+. Ensuite, l'armure, l'armure va éponger tout simplement les blessures que vous pouvez prendre. Les points de vie, c'est assez logique. C'est une blessure. Si vous avez qu'un seul point de vie, votre figurine est tuée. Si vous avez 2 points de vie, il lui reste encore un. Donc on met un petit marqueur pour s'en rappeler et la figurine peut continuer à se battre. Et ensuite, la taille, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que sur chaque case, vous pouvez mettre 4 unités de taille. Ici, le joueur de Contagion possède déjà 4 figurines, donc il ne peut pas rentrer avec ce zombie-là à l'intérieur. Par contre, moi, étant donné que j'ai 0 figurines, oui, moi, je suis les gentils, les Astarians, je peux totalement rentrer et venir me placer ici. On peut même imaginer que la pièce peut complètement déborder. L'important, encore une fois, c'est de se rappeler où est chaque figurine, mais on pousse un petit peu comme ça. Ensuite, vous avez le diamètre, taille de socle. Pourquoi? Parce que, vous pouvez jouer avec des proxys, tout simplement. Vous pouvez jouer avec d'autres figurines si vous avez envie. Et là, le jeu est très libre et vous dit, il faut que cette figurine fasse 25 mm au niveau de son socle. Donc, même si vous faites des conversions, même sans faire de proxy, parce que vous avez envie d'un socle un petit peu scénique, voilà. L'important, c'est de respecter, par contre, la taille de 25 mm. Alors, tant qu'on reste sur ce tableau, on va regarder les valeurs d'armement. Donc, vous avez quel type de figurine? Est-ce que c'est un enforcer d'assaut? Est-ce que c'est un enforcer Breach and Eradicator, le type troupe ou spécialiste, les armes dont il va être équipé. Si vous choisissez par exemple, peu importe, lame de poignet, la portée, c'est dans quelle case vous allez toucher. CC, ça veut dire corps à corps, forcément, une lame au poignet, un poignard, une griffe, c'est au corps à corps. Sinon, vous avez un nombre de cases, donc R3, ça veut dire que vous touchez à 3 cases. Donc simplement, vous mesurez, vous partez de votre case, vous faites 1, 2, 3, je suis à portée ou je ne suis pas à portée, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres choses à regarder. Ensuite, vous avez la pénétration d'armure, c'est-à-dire que ça va enlever justement votre armure. Il peut y avoir des mots-clés, ça a à voir avec les cartes. Et puis après, PS, c'est tout simplement en fait le nombre de points de victoire que vous allez donner à l'adversaire ou que vous-même vous allez emporter si votre figurine remplit des conditions de scénario ou si votre adversaire la tue. Je tue une figurine en face qui vaut 1 PS, je gagne tout simplement 1 PS. Alors on continue, mais là vous avez quasiment toutes les informations pour jouer. Donc la mécanique des 8 explosifs, alors ce que j'ai pas précisé, c'était que ça pouvait s'enchaîner, une friteuse pour ceux qui connaissent. Donc c'est-à-dire faites un 8, ça donne un dé, vous relancez, vous refaites un 8, ça redonne un dé et vous refaites
faites un 8 et c'est une friteuse et ainsi de suite. Donc il y a un système aussi de relance, mais c'est souvent en fait le modificateur, comme je vous le dis, va être sur le nombre de dés à lancer et pas sur les valeurs à obtenir. C'est plus simple parce qu'on évite de mémoriser beaucoup de choses. Alors on continue, vous voyez que le livre il est quand même assez aéré, hein. Il y a des petites illustrations, voilà. Alors là c'est bon, rien d'extraordinaire, on vous dit que si vous avez des figurines amies ou pas, le système de terrain avec, vous voyez, vraiment le volume, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer des cubes hein, qui sont placés les uns avec les autres. Alors c'est cubesque, mais c'est très facile à jouer et ça évite vraiment de se prendre la tête. Donc vous avez la capacité des cubes, ça je vous en ai déjà parlé, on continue. Alors vous avez un petit schéma ici qui va représenter les différentes possibilités tout simplement. Donc quand vous tirez, soit vous avez une ligne de vue dégagée, c'est-à-dire qu'aucun élément de décor ne cache vos figurines, soit eh bien, vous pouvez être en hauteur aussi, la hauteur va avoir un impact, ça c'est très très bon parce que on a toujours cette image que bah, évidemment les snipers ils vont plutôt aller chercher à se mettre dans les tours, les clochers, plutôt que rester au ras des pâquerettes. Et en fait ce bonus là, eh bien vous allez l'avoir dans le système de jeu. À partir du moment où vous êtes plus élevé que l'adversaire, vous allez gagner un bonus, donc des dés en plus. Ensuite, eh bien il y a le couvert, dès que vous êtes à couvert, c'est un tir normal et c'est que quand vous avez un tir dégagé que là vous allez gagner un bonus. En effet, l'adversaire a fait l'erreur, il s'est mis à découvert, donc là du coup vous allez avoir un bonus parce que c'est pas une situation confortable en termes de combat. Le système de manche et tour est vraiment assez simple. Vous jetez les dés à chaque début de tour et c'est des dés de commandement, c'est-à-dire c'est les dés 6 avec des valeurs. Si vous avez des personnages bonus qui vont vous donner des dés en plus, c'est là où ça va être très intéressant parce que ces dés-là vont vous apporter vraiment des bonus qui peuvent changer. Alors la partie peut-être pas, mais quand même un petit peu, voilà, parce que ça peut vraiment, c'est assez subtil de savoir à quel moment justement vous pouvez réutiliser ces dés. En tout cas, c'est une mécanique vraiment importante dans Dead Zone et qui fait partie du plaisir de jeu, hein. Sans ces petits dés là, on perd quand même un petit peu de croustillant. Et ensuite, une fois que quelqu'un va commencer à avoir l'initiative, il va activer une de ses figurines. Une fois qu'il l'a activée, ça passe à l'adversaire et ainsi de suite. La règle, c'est que si vous avez moins de figurines à activer que l'adversaire, moins, hein, pas égal, moins, vous pouvez passer. Comme ça permet du coup de jouer un petit peu sur la temporalité, surtout si vous jouez des armées d'élite, hein, parce que l'adversaire, forcément, sinon, si lui, il a des petits pions à activer, il va activer ses petits zombies et vous obligez à jouer vos unités d'élite. Forcément, ça va être un impact sur le tour d'après parce que le joueur qui aura activé en premier toute son armée va jouer en premier au tour suivant. Donc ce qui veut dire que parfois ça peut être vraiment intéressant d'activer toutes ces figurines et puis le petit malus qu'on a à la fin de tour, on va le récupérer sur le tour prochain parce qu'on va être le premier à jouer. Et ça peut aussi tout changer. Alors pour le système des dés de commandement, tout le monde en a 3 de base et après les bonus sont encore une fois apportés par les personnages que vous avez. Vous lancez les dés, si vous êtes content de vos résultats, eh bien vous les gardez et vous avez aussi la possibilité d'avoir une relance à condition d'avoir encore la moitié de votre effectif, pareil parce que forcément votre force, si elle est complètement réduite, le commandement va s'en ressentir. Mais vous allez pouvoir par exemple relancer ce dé là pour essayer de faire voilà, un autre résultat. Alors maintenant, j'imagine que vous êtes curieux de savoir ce qu'on peut faire avec ces dés de commandement. Alors, je vous ai mis à côté. Donc, avec cette valeur-là, eh bien, dès que vous avez fini l'activation d'unité, normalement, vous devriez laisser l'adversaire jouer. Et bien là, vous pouvez enchaîner. Donc, vous pouvez faire des combos, prendre des figurines en sandwich, vous dépensez ce dé-là et vous avez le droit d'activer une autre de vos unités qui n'a pas encore été activée. Ensuite, ce dé-là, eh bien, ce symbole, en fait, vous rajoute un dé. Donc, tout simplement, vous consommez. Et puis, que ce soit un jet de tir, un jet de combat, un jet de sauvegarde, vous allez avoir une chance en plus, donc ça peut être bien si vous voulez faire un tir, vraiment assurer le coup, rajouter un dé, voilà, ça c'est important. Ensuite ici, ça va être assez simple, là vous avez la possibilité de faire une action de marche en plus, donc vous déplacez sur un cube adjacent, donc ça peut être très bien par exemple parce que vous vous approchez, vous bougez, vous tirez et vous revenez vous cacher, vous voyez, typiquement. Ou alors vous allez faire plus de portée pour aller engager au corps à corps, c'est aussi une possibilité. Donc ensuite vous avez la même chose pour le tir, donc ça vous permet bien de tirer 2 fois si vous avez envie, donc vous pouvez vous bouger, tirer, puis retirer encore une fois. Vous pouvez aussi combattre, c'est-à-dire que là vous avez une action gratuite de combat au corps à corps, et puis l'ordre spécial, lui, ça va dépendre de votre chef. Votre chef est accompagné d'un effet spécifique, même s'il est plus sur le champ de bataille, vous pouvez quand même utiliser cet effet spécifique. Maintenant, particularité, c'est que vous pouvez dépenser n'importe quel dé pour faire une relance. J'enlève un dé, ça me permet de relancer un dé. Alors, le nerf du jeu, c'est que vous avez 2 actions par figurine. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui ont ce système-là. Pourquoi? Parce que y a des choix à faire. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que
je bouge plus vite pour atteindre l'objectif plus vite, ou est-ce que je lui tire dessus pour que lui n'atteigne pas l'objectif plus vite? Et ça, moi, c'est toujours intéressant parce qu'on est sur de la tactique. C'est de la tactique, faut choisir quelle est la meilleure action à faire. Alors que quand on vous laisse, eh bien, quoi qu'il arrive bouger, quoi qu'il arrive tirer, quoi qu'il arrive combattre au corps à corps, il y a moins de choix parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Et moi, je trouve que l'intérêt, c'est vraiment de faire des sacrifices, de eh bien, rentrer dans le jeu et puis se dire oui, j'allais, je sacrifie mon mouvement ou alors je sacrifie mon tir. C'est moi ce qui trouve je trouve assez plaisant. Donc le principe, c'est que vous avez deux actions courtes ou une action longue à faire. Les actions longues, c'est des actions combinées de deux actions courtes en général. Donc vous avez l'action marcher. Donc marcher, vous allez avancer de votre première valeur. Vous vous rappelez, vous avez par exemple 1, 2, donc ça veut dire que vous allez faire un mouvement sur un cube adjacent. Se lever, donc ça c'est si vous êtes à terre, votre figurine a été couchée, première action, vous devez vous lever, donc ça va vous consommer une action. Tirer, tout simplement, donc ça on a déjà vu, hein, vous lancez un nombre de dés, et puis on va regarder ce qui va se passer, je détaillerai un petit peu la séquence de tir plus tard. Ensuite, action spéciale, c'est si vous avez des choses sur votre fiche de statistiques. Courir, ça c'est une action longue, donc du coup vous ne ferez que ça, tout en sachant que vous avez toujours les dés bonus, donc vous pouvez faire courir plus utiliser un dé pour tirer. Ça, c'est complètement autorisé. Et donc là, vous allez utiliser la deuxième valeur que vous avez dans votre fiche. Donc si vous avez 1, 2, là en l'occurrence, c'est 2. Et ensuite, l'action combattre. Donc attention, combattre, c'est une action longue. Et en fait, elle vous permet de tout simplement combattre au corps à corps. Tout le monde peut combattre au corps à corps, même si pour ceux qui sont très malins et qui se sont dit « Ouais, mais attends, si j'ai pris un personnage tout à l'heure avec juste un fusil, est-ce que je peux me battre au corps à corps ?» Oui, vous pouvez. Vous donnez des coups de boule, des coups de pied, des coups de fusil, hein. L'action de marcher, c'est tout simplement, vous regardez votre première valeur de mouvement et c'est le nombre de cubes adjacents dans lesquels vous pouvez aller. Donc si j'ai 1, eh bien je peux totalement me décaler sur la gauche, me décaler sur la droite ou alors reculer, même s'il y a des obstacles. Ces petits obstacles en fait ne m'empêchent pas de passer. Il faut toujours, là où vous allez atterrir, vérifier que votre case n'a pas une limite déjà franchie. C'est-à-dire que si vous avez 4 figurines de taille 1, eh bien vous ne pouvez pas rentrer. Si vous avez 2 figurines de taille 2 qui vous appartiennent, vous ne pouvez pas non plus rentrer. Par contre, si les figurines appartiennent à l'adversaire, vous ne les comptez pas. Vous ne comptez que vos propres figurines à vous. Donc, je peux totalement reculer ici ou aller en diagonale et je peux aussi rentrer dans une case avec un adversaire. Donc, bien sûr, je n'ai pas à déplacer sa figurine. Là, je l'ai fait machinalement parce que j'aime bien quand c'est cinématographique. Voilà. Mais là, en l'occurrence, ce que j'aurais dû faire, c'est simplement venir, hop, le prendre comme ça en faisant un saut périlleux. Par contre, à partir du moment où on rentre dans une case qui est occupée par l'adversaire, eh bien, on doit automatiquement faire une action de combat. Et attention, parce que ce n'est pas une action gratuite. Alors pour la gestion des décors, eh bien ça peut gêner vos déplacements en diagonale. Quand vous voulez vous déplacer en diagonale, il faut vérifier que vous ayez un chemin orthogonal qui permette ce déplacement. Donc là, le zombie peut aller directement ici. Pourquoi? Parce que là, il y a un chemin orthogonal qui n'est pas bloqué. Par contre, si jamais il y avait eu un mur ici, eh bien il n'aurait pas pu le faire. Et en fait, il ne peut pas le faire sur l'autre côté. C'est-à-dire que s'il rentre à l'intérieur, eh bien là, il va être bloqué, il ne va pas pouvoir sortir. Donc si on imaginait qu'il y avait un autre mur, il n'aurait pas pu, encore une fois, venir en diagonale. Ce qui se passe aussi, c'est que si ma figurine veut sortir d'une case où il y a un ou plusieurs ennemis, eh bien, je dois faire un mouvement d'évasion. Donc, avant d'avoir le droit de sortir, je dis à mon adversaire, je veux sortir. Lui va choisir une des figurines qui occupe la case, donc là, soit le chien, soit le chef, et il va me faire une action de combat gratuite. Ça, c'est l'attaque d'opportunité. Moi, je vais faire une action de sauvegarde, et si je suis encore en vie, je ne suis pas assommé ou je ne suis pas à terre, j'ai le droit de me déplacer et de faire mon mouvement, hop, ici. À noter que si la seule figurine de l'adversaire est clouée au sol, eh bien je vais réussir automatiquement ma manœuvre d'évasion. Si votre activation, vous êtes dans le même cube qu'une figurine ennemie, eh bien vous ne pouvez que faire une action combattre ou marcher, et donc pas de tir. Alors après, les mouvements en 3D sont assez simples à réaliser à partir du moment où vous considérez que l'ensemble du volume eh bien, est adjacent à un autre. C'est-à-dire que tout ce cube-là, par exemple, est adjacent à celui-ci, par cette ligne-là, cette arête-là. Donc ce qui veut dire que si j'ai une figurine qui est ici, elle peut totalement monter ici. On considère qu'elle a réussi, elle a les capacités pour grimper, elle saute et puis elle a réussi à se hisser. La même chose pour descendre, et on peut aussi aller en diagonale. C'est-à-dire que par exemple d'ici, je peux imaginer que là, le chemin n'est pas coupé, donc je peux faire d'ici à ici pour simplement un seul mouvement. Quand vous avez des demi-plateformes comme celle-ci, elles ont une capacité de 2 simplement. Donc vous pouvez avoir soit 2 figurines de taille 1, soit une seule figurine de taille 2.
Alors maintenant, vous noterez que les bâtiments ont des ouvertures en fait. Donc il y a 3 types d'ouvertures. Ouverture toute petite, 25% de la surface. Là, vous pouvez faire passer des figurines taille 1. Donc on imagine, hop, on se faufile à l'intérieur. Si c'est 50%, c'est des figurines de taille 2. Et si c'est 75%, c'est des figurines de taille 1, 2 et 3. Donc suivant les petites ouvertures que vous allez mettre, eh bien, ça peut changer complètement votre façon de jouer et puis de parcourir en fait les chemins. Donc pensez bien à ces petites ouvertures. Donc au lieu de marcher, je vais pouvoir faire une action de course. Donc la course, je vais utiliser la deuxième valeur de mouvement. En l'occurrence, pour le petit chien ici, le alone, il va passer à 3 cases. Donc 3 cubes de mouvement. Donc je peux par exemple passer ici, faire 1, 2, auquel cas je me retrouve arrêté par les figurines là, je suis obligé de m'arrêter. Ou alors je peux aussi bien faire 1, 2 passer en diagonale, parce que ici je peux sauter par cette zone là, 50% de la zone est ouverte, et puis après venir atterrir ici. Je peux aussi très bien descendre, aller rejoindre mon maître qui me siffle ici, donc une case, je peux descendre ici, parce que ces 2 cubes sont adjacents par, enfin je peux passer en diagonale, vous vous rappelez, donc je peux passer ensuite ici, vous voyez, donc là je suis à 1, 2, et je ne peux pas rentrer dans cette case là parce que la limite d'occupation encore une fois est là, il y a 4 figurines à moi. Si c'était 4 figurines et demie, j'aurais pu rentrer dedans, et malgré tout je peux quand même faire un chemin qui passe pour aller en diagonale, parce que ici il y a une ouverture sur le côté et là, donc du coup je passe ici et je rejoins mon maître. Alors l'action de tir est une action simple, donc que vous pouvez faire une seule fois, sauf si vous dépensez un dé en plus pour pouvoir faire un tir. Pensez-y, ça va être vraiment important. Donc vous regardez simplement si vous avez une ligne de vue, donc là rien ne m'empêche de voir tout ce qui est à peu près ici. On imagine que par contre je ne peux pas voir celui qui est caché à l'intérieur, nous on le voit, mais si c'est cette figurine là qui va tirer, elle ne le voit pas. Ensuite on va regarder la portée c'est R, donc R3 par exemple, ça veut dire que vous pouvez tirer à 3 cubes. Donc on commence avec le cube dans lequel on est, ensuite on fait 1, 2, 3, et je peux aller jusqu'à ce zombie là. Si on avait d'autres derrière, ici, ou peu importe, je ne pourrais pas les cibler. Alors règle de base, quand vous allez faire un tir, vous avez toujours 3 dés. Maintenant, il va y avoir des modificateurs au nombre de dés. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter des dés avec cette face là, sur le dé, mais vous pouvez avoir des bonus si vous avez une ligne de vue dégagée. Donc là, ici, il n'y a rien qui cache aucune partie de cette figurine, donc j'ai une ligne de vue dégagée, je vais gagner 2 dés. Et ouais, faut pas être à couvert, hein. Enfin, faut pas sortir découvert plutôt. Et celui-ci par contre est à couvert, donc à partir du moment où je ne vois pas une partie de la figurine, eh bien je n'ai pas ce modificateur positif. Maintenant, autre modificateur, et c'est cumulatif, c'est que si je suis en hauteur par rapport à la figurine sur laquelle je tire, eh bien je vais avoir un dé supplémentaire. Donc si on imagine que je vais tirer sur celle-ci, j'ai 2 dés bonus pour la ligne de vue dégagée plus un dé bonus parce que je suis en hauteur. Si c'est sur celle-ci, je n'ai pas les 2 dés bonus, mais j'ai quand même la hauteur. Et si on imagine que j'avais tiré sur la figurine qui est ici, au même niveau, eh bien, elle serait cachée, donc la ligne de vue n'est pas dégagée, et je suis à la même hauteur, donc je n'ai pas de bonus, ce serait uniquement 3 dés. Alors après, dans les autres malus, c'est si vous tirez sur une figurine ennemie alors qu'il y a des figurines amies dans la zone, eh bien vous avez moins 2 dés. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3 dés, j'en enlève 2 parce qu'il y a mon copain, mais par contre, j'en gagne 1 parce que je suis en hauteur. Donc on passe à la pratique. Cette marionnette veut tirer sur ce zombie, donc aucun modificateur positif, étant donné que la figurine n'est pas complètement à découvert, aucun modificateur négatif, donc j'ai juste à lancer mes 3 dés, je touche sur du 5+, là je réussis une touche, 2 touches, je n'ai pas fait de 8, si j'avais fait un 8, imaginons, on simule, on aime bien ça, tac, si j'avais fait un 8, j'aurais relancé un dé bonus qui lui-même aurait pu soit toucher, soit rater, soit potentiellement me refaire lancer encore un dé si j'avais réussi à faire 8. Là, toujours est-il que si on ne triche pas, j'ai 2 touches. Maintenant, là où ça change par rapport à ce que vous pouvez avoir l'habitude, c'est que c'est un jet en opposition, c'est-à-dire que peu importe, vraiment peu importe le nombre de dés qui ont été lancés ici et qui ont réussi à toucher, moi je lance en même temps, c'est-à-dire que je peux faire ma sauvegarde avant de savoir ce qu'a fait la personne qui tire, parce que je vais toujours lancer 3 dés, quel que soit le nombre de touches que je me suis pris, je lance 3 dés. Et je regarde ma sauvegarde, j'ai une sauvegarde à 6, donc chaque 6 ou plus l'emporte, où là je suis très bien parti, parce que déjà j'ai réussi 2, celui-ci je peux le relancer par l'intermédiaire, on considère, allez,
pour pas vous mélanger, on considère que j'ai un dé bonus, je le relance, c'est un 6, ça fait 3 réussites d'armure. Et maintenant, on va comparer mon nombre de réussites au nombre de réussites de l'attaquant. Donc là, vous doutez bien que ça s'est plutôt bien passé, étant donné que chaque réussite va annuler une touche. Donc j'en enlève 2 ici, j'en enlève 2 ici, bon voilà, j'ai pas besoin d'annuler autant, et donc du coup, le zombie s'en sort très bien. Donc de fait, vous comprenez bien que les bonus et la position sont très importantes, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que la position va vous donner des bonus. Donc c'est très important de savoir, est-ce que justement je vais être à couvert, est-ce que je ne vais pas être à couvert, est-ce que je peux monter pour gagner des bonus, est-ce que l'adversaire est au contact de mes propres troupes, comme ici. Là du coup, on imagine bien que si par exemple lui, dans cette position-là, veut tirer sur le chien il est un petit peu caché, donc il ne sera pas à découvert, il n'est pas en hauteur, et en plus il y a un adversaire, donc normalement on a 3 dés pour tirer, mais les modificateurs -2 parce que j'ai un de mes amis, je n'ai plus qu'un seul dé, et quoi qu'il arrive, le chien va avoir ses 3 dés de sauvegarde. Donc à l'inverse, vous doutez bien que si celui-ci, avec ses 3 dés bonus, étant en surplomb, il gagne un dé bonus plus les 2 dés parce que la cible est complètement visible, eh bien il y a beaucoup plus de chances de réussir. Tout en sachant que on compare toujours les réussites en attaque et les réussites en défense, et c'est la différence qui va donner le nombre de blessures que vous allez prendre. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2 touches réussies et aucune sauvegarde, vous perdez 2 points de vie. S'il n'y en a qu'une seule, 1 point de vie. Et c'est toujours le nombre de dés qui ne sont pas annulés du côté de l'attaque qui vont déterminer le nombre de blessures que va prendre la figurine. Sachant que l'armure, c'est là où elle va intervenir, l'armure va enlever des blessures. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un différentiel de 1 en faveur de l'attaquant et que le défenseur a une armure de 1, eh bien cette touche est absorbée. Par contre, évidemment, s'il y a 2 touches, l'armure n'absorbe qu'une seule touche et la figurine va perdre 1 point de vie. Souvent les figurines n'ont qu'un seul point de vie, donc ce qui va suffire à l'éliminer. Alors j'en profite pour repréciser que la pénétration d'armure va diminuer l'armure. C'est extrêmement logique, donc c'est-à-dire que si vous avez une PA 1 et que l'adversaire a une armure de 2, eh bien son armure passe à 1. Voilà. Maintenant, si vous avez une PA de 1 ou de 2 et que l'adversaire n'a pas d'armure, eh bien ça ne change strictement rien. Alors rappelez-vous qu'avec les dés d'ordre, vous avez la possibilité soit de rajouter des dés, que ce soit en attaque ou en défense. Bien sûr, vous pouvez en consommer plusieurs, c'est la seule fois où vous allez consommer plusieurs dés d'ordre. Par contre, il faut le faire avant de lancer les dés. Vous ne pouvez pas lancer les dés et après déterminer que au final vous en avez besoin ou au final non. Par contre, n'importe quel dé, et ce quelle que soit sa face, va vous permettre de faire une relance. Donc on peut toujours essayer de réussir un tir si on a vraiment besoin, ou alors une sauvegarde si on a vraiment aussi besoin que son personnage survive. Alors le corps à corps, c'est assez sympathique parce qu'en fait c'est pas passif, vous avez toujours une action de réponse. Alors je vous ai fait plusieurs cas de figure, vous voyez il y a beaucoup de corps à corps. Premièrement, assez classiquement, on a le zombie qui fait une action de mouvement simple, il arrive sur une case avec une figurine ennemie, il est obligé de faire une action de combattre gratuite. Alors elle est gratuite, par contre elle est obligatoire, il ne peut pas décider de ne pas faire cette action. Pourquoi ? Vous me direz-vous, pourquoi il voudrait ne pas la faire cette action? Eh bien parce que l'adversaire va répliquer. Donc il a un choix, c'est un choix tactique, il décide soit faire un jet d'opposition de combat, donc c'est-à-dire que les deux vont taper, aucun va ne se protéger, ou alors la cible va pouvoir choisir d'utiliser sa défense et faire un jet d'armure. S'il décide de faire un jet d'armure, c'est un petit peu comme au tir, on va comparer le nombre de touches réussies par rapport au nombre de sauvegardes réussies, et la différence va mettre directement des points de vie. Maintenant, il y a des modificateurs. Alors, premier modificateur, si par exemple vous êtes d'une taille supérieure, vous gagnez un dé bonus pour vous défendre. Autre possibilité, si le personnage qui vous attaque est blessé, donc imagine que lui a 2 points de vie, il a pris une blessure, eh bien vous gagnez aussi un bonus défensif. Et là aussi, si vous avez des figurines amies qui sont dans la case avec vous, vous allez gagner aussi un bonus de 1 dé défensif. Sachant que bien sûr, tout peut se cumuler, donc on peut imaginer qu'on a notre gros ami qui est avec son pote contre par exemple un chien qui serait blessé s'il avait plusieurs points de vie. Là on va avoir 3 dés naturels, plus 1 parce qu'il est gros, plus 1 parce qu'il a des amis, et plus 1 parce que la figurine en face est blessée. Donc là il y a tout intérêt à justement essayer de se défendre.
Maintenant, ce qui est assez sympathique, c'est que même si on vous attaque, eh bien vous allez pouvoir répondre. Donc ça peut être intéressant parfois d'utiliser plutôt son action gratuite de défense en la passant en une action d'attaque. Donc l'action d'attaque, c'est pareil, il va y avoir des modificateurs. On part toujours sur le traditionnel 3D. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. À chaque fois, on va lancer 3D. Les modificateurs, eh bien, à nouveau, si vous êtes plus grand, vous allez pouvoir, ça c'est une taille 2, vous allez pouvoir avoir un des bonus. Allez, des bonus. Maintenant, de la même chose, si vous êtes plus, si vous avez des amis qui vous aident, vous allez avoir un des bonus. Si vous venez de rentrer aussi dans la case à cet instant, eh bien vous avez aussi un des bonus, donc c'est une sorte de bonus de charge. Et enfin, dernier bonus, c'est si votre adversaire est cloué au sol, alors déjà c'est bien parce que lui ne pourra pas répondre, il ne pourra pas faire une action de combat, il sera obligé de faire une action de sauvegarde, donc déjà vous êtes plus ou moins safe, vous êtes sûr de ne pas vous prendre des blessures, et en plus vous allez avoir un dé bonus, donc on peut voir que on peut rapidement accumuler comme ça beaucoup de dés, et au final on se dit que provoquer une situation assez favorable, parce que justement la cible est au sol, parce qu'on est plusieurs, eh bien ça va vous donner en fait des bénéfices qui sont plus importants peut-être que la valeur simple en fait d'un combattant. Et c'est là où on voit que le jeu est tactique, parce que c'est la situation que vous avez provoquée qui va vous donner des bonus plus que les stats propres d'une figurine. Alors quelques précisions sur clouer au sol, comme ici votre figurine est couchée sur le dos. Si elle doit s'activer, première action c'est forcément de se remettre sur ses pieds, donc ça consomme la première action. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous êtes cloué au sol et que l'adversaire choisit de vous attaquer, donc bien entendu vous ne pourrez pas répliquer, par contre gratuitement vous allez vous remettre sur vos pieds. Donc bien sûr il a le bonus d'avoir un dé supplémentaire, mais par contre le petit bonus pour vous, c'est que si vous survivez, bien évidemment, eh bien vous serez automatiquement remis sur vos pieds. Dernière chose, si vous avez un adversaire dans la case où vous êtes et que vous vous relevez, eh bien l'adversaire en profite pour mettre un petit coup de pied, un petit coup de coude, et du coup il va avoir une attaque gratuite avec le bonus de +1 parce que vous étiez justement couché. Et encore une fois, vous êtes obligé de faire cette action, donc vous ne pouvez pas passer volontairement, vous êtes obligé, dès que vous l'activez, de vous relever. Je m'ennuie, on a qu'à jouer à Warhammer 40 000. Ouais, mais j'aime pas, mais y a rien d'autre comme jeu. Comment ça? Vous ne connaissez pas IGTV, vous n'êtes pas abonné, mais si vous vous abonnez, vous allez connaître toute une centaine de milliers de jeux différents. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour aller plus loin, vous pouvez être un tipeur, autrement dit, un héros du hobby, celui qui permet aux créateurs de contenu de continuer à vivre de sa passion et de continuer à vous faire ce magnifique contenu pour vous faire vivre, pour que les générations futures puissent découvrir ce jeu ou un autre. Merci à tous ces héros du hobby. Donc voilà, je vous ai détaillé toutes les actions possibles. Maintenant, on va revenir sur le livre. Et puis, quelques règles supplémentaires. Donc, par exemple, vous avez les actions de chute. Vous pouvez projeter contre le mur. Les jets de dispersion, ben voilà, vous avez un tableau. C'est assez cohérent. Comment se déplacer si vous avez des cubes partiels. Voilà, il suffit de suivre les schémas. Mais là, encore une fois, c'est quand même assez cohérent. Il n'y a pas de choses vraiment bizarres. Donc, voilà, les mots-clés. On va passer. Le but, c'est pas de vous détailler les 15 pages de règles qu'il y a, mais ça pourrait être fait parce que c'est vraiment quand même malgré tout assez rapide. Je trouve que j'en profite, vous voyez, la mise en page, elle est très bonne. La mise en page, elle est aérée, on n'est pas avec des gros blocs de texte, à chaque fois on a un petit trait, quand il y a des choses qui sont des petits effets, c'est mis en grisé, on a voilà, des petites illustrations, des photos, donc on peut s'y retrouver assez facilement. Bien sûr, c'est classé par ordre alphabétique, en français, c'est assez important quand même à noter. Voilà, et puis les objets. Alors les objets, ça c'est une partie qui est assez intéressante parce que vous avez toujours cette envie d'aller explorer un petit cube bonus et ça peut, eh bien, pas vous contraindre, mais en tout cas vous dire, allez, vous tenter tout simplement et vous dire, allez, je vais aller choper un petit peu l'objet, on sait jamais, je peux tomber sur un medikit, des munitions, ce genre de choses. Donc voilà. Et comme c'est au hasard, eh bien, toujours un petit bonus. Après, je détaille simplement deux. Les renseignements, ça va vous donner directement des points de victoire en plus, ça peut être important. Et vous avez des objets piégés. Quand vous tombez sur un objet piégé, bah, fallait pas ramasser. Faut pas ramasser tout ce qui traîne par terre, on l'a pas dit, votre maman. Faut pas ramasser tout ce qui traîne par terre, on sait jamais, on sait pas où ça a été traîné. Et bien là, en l'occurrence, c'est une grenade, donc faites un jet et vous prenez potentiellement des touches.
Alors ensuite, on va regarder le déroulement d'une partie. Alors j'attire attention sur cette figurine-là. Au début, je pensais que c'était une figurine de taille classique. Alors en fait, non, c'est un gros mecha. C'est une figurine vraiment très très grosse. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais été regarder comme ça, puis j'ai vu le prix, et elle était autour de 40 €. Puis je fais 40 €, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis après, je dis, ah, il y a un truc, il y a un truc. Et en fait, quand on la compare par rapport aux autres, eh ben, vous verriez, c'est complètement différent. Donc, créez votre groupe de combat, voir comment ça se passe. Vous sélectionnez votre scénario. Il y a beaucoup de scénarios. Il y a 16 scénarios ici. Vous mettez en place les objectifs, etc. On désigne le premier joueur. Comment on remporte la partie? Ben, ça va dépendre en fait de vos points. C'est-à-dire que si vous vous battez à 100 points, il faut 12 points pour gagner. 150 points, 16 points. 200 points en plus, 20 points. Voilà. Sachant que bah voilà, le temps de jeu forcément va être un peu plus long, mais on n'est jamais sur des gros temps de partie. Même les premières parties que j'ai pu faire, c'était pas très long parce que déjà c'est assez mortel, hein, vos figurines, elles vont pas encaisser à mort, donc on a vite fait de perdre des figurines. Et puis comme l'autre peut prendre des objectifs et scorer, faut pas non plus laisser trop de temps à l'adversaire pour gagner des points de victoire, parce que cette course en fait au point de victoire, elle peut se gagner juste avec le personnage à camper un peu sur les objectifs. Vous avez voulu la jouer un petit peu plus fébrile, à essayer de l'attendrir. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à faire autant de pertes que vous le souhaitez. Puis pendant ce temps-là, il a continué à marquer des points, puis la partie peut s'arrêter. Alors juste avant de commencer à jouer, vous avez le tableau de reconnaissance, donc ça c'est des petites choses sympathiques. Vous allez faire un jet de reconnaissance en opposition, et puis le nombre de succès que vous allez faire par rapport à l'adversaire, la différence du nombre de succès, va vous permettre de jeter des dés et de gagner en fait des effets dans le tableau. Donc voilà, ça donne un petit peu de piment sur ces débuts de partie. Et puis ensuite, bah, vous avez voilà, les missions. Alors on va pas tout détailler bien entendu, mais vous avez à chaque fois les zones de déploiement, les endroits où on va mettre les éléments. Et vous voyez, c'est quand même assez rapide, hein, donc c'est pas des choses trop alambiquées qui vont être compliquées, et puis il y a quand même de quoi faire avec pas mal de changements, y compris des zones de déploiement qui vont à chaque fois différentes. Voilà. Alors je tenais à finir de vous montrer le livre. Donc vous avez ces illustrations hein, qui, si vous êtes malin, vous avez vu hein, que c'était les couvertures en fait des deux livres qui venaient comme ça se superposer, voilà, un truc comme ça. Donc c'est assez rigolo, enfin moi en tout cas ça m'a bien plu, voilà. Et puis tout le reste en fait c'est du lore, tout simplement. Donc c'est-à-dire que le lore est quand même assez évolué, mais en même temps c'est un jeu qui a beaucoup d'expérience, c'est même un univers, c'est-à-dire que vous avez plusieurs jeux chez Mantic qui sont dans cet univers futuriste. Vous avez Dead Zone, vous avez Firefight, et puis vous avez Warpath qui va sortir, ça je vais essayer de suivre, parce que c'est tout simplement une version épique. Alors la version Dead Zone, on va dire que vous jouez, enfin, si vous ne savez pas ce que c'est Dead Zone, vous n'avez pas bien vu la vidéo, bah, retournez la voir, on y va, vous faites back. Mais Firefight, après, c'est une version grande échelle, donc vous allez jouer des tanks, des véhicules de combat aérien, des gros robots. Et puis après, Warpath, c'est à sortir, ce n'est pas encore sorti au moment où vous regardez cette vidéo, mais vous pouvez trouver quelques petites images qui traînent sur Internet. C'est une version, on va dire, épique, donc vous allez jouer avec des toutes petites figurines. Alors je ne sais pas si les selles c'est du 6 ou du 10 mm, mais ça vous permet de jouer des bataillons de tanks par contre. Donc voilà, ça vous vous en doutez, moi je vais le suivre avec plaisir. Donc vous avez tout l'historique ici, voilà. Donc on va passer assez vite, de toute façon je vous ai fait un petit résumé au début. C'est assez intéressant, hein, honnêtement, on est sur de la SF pas mal. Si vous jouez en association, toujours avec le même joueur, ça peut être intéressant après pour donner un peu plus de background en fait à vos parties, de jouer en mode campagne. Donc ici vous avez toutes les règles, je vais les passer doucement, comme ça vous pourrez les lire en zoomant. Oui, vous avez bien vu, vous pouvez perdre vos figurines. Bah, c'est le jeu, hein, le jeu en mode campagne, voilà, on n'est jamais à l'abri que vos figurines décèdent, mais du coup, vous allez aussi avoir des bonus en devenant des vétérans, voilà. Et puis, vous avez aussi pas mal de dés d'événements comme ça qui peuvent être lancés, et puis bah, il se passe des choses. Donc voilà, votre fiche à la fin, et c'est fini. Et comme vous voyez, le livre est quand même assez complet, mais assez contenu aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors je m'appuie sur le livre de factions pour vous montrer toutes les factions et puis aussi vous parler de comment créer votre équipe. Donc vous choisissez une faction et après vous choisissez un chef, un seul, ensuite des troupes, autant que vous voulez, et pour chaque bloc de une troupe, vous avez un spécialiste de disponible, et pour chaque 3 troupes, vous avez un soutien de disponible. Vous pouvez aussi après payer une légende vivante, donc c'est un personnage nommé avec son historique, mais c'est maximum 1.
Alors vous allez voir que vous n'allez pas être dépaysé hein, au niveau des races. Donc on a les Astérianes qui sont, si on les compare en mode StarCraft, on va dire que c'est les Protoss. Vous voyez, hein, même au niveau du look physique, ça ressemble un peu. Donc ils sont la philosophie, la technologie, on va dire que ce sont aussi les elfes. Hein. On peut toujours retrouver ces choses-là hein, dans le côté un peu Tolkien des choses, hein, même dans la SF. On sent que c'est de la SF anglaise. Hein. Il y a toujours cette influence, je trouve, très forte. Alors là, vous allez trouver toutes les fiches d'unité. Ce que je peux reprocher, par contre, c'est qu'il n'y a pas une petite photo en fait pour représenter ce que c'est. Quand vous le savez, mais sinon, il faut quand même aller rechercher. Et quand vous avancez dans le livre, c'est là où vous allez avoir une photo, voilà, hop, avec les différentes unités. Mais j'aurais aimé que ce soit vraiment avant, que ce soit un petit peu plus pratique plutôt de faire avance-arrière. Vous avez toutes les armes qui sont ici, voilà. Donc au moins ça vous donne un look. Hein. Donc ça c'est des troupes qui sont bien sûr assez portées sur le tir et avec des unités qui tabassent pas mal. Hein. Les Enforcers, on n'est ni plus ni moins que sur l'armée d'élite. Hein. Si vous pensez un peu Space Marine, eh ben, vous êtes au bon endroit. Donc c'est pareil, je vais passer un peu vite les stats, parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici. Là, vous allez être un peu moins nombreux, mais vous allez être assez bien équipés avec des figurines en caisse. Hein. Elles ont toutes la plupart du temps 2 points de vie, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez sinon. Voici un peu tout leur équipement. Et puis, ils ont accès voilà, aux motos. Et ces motos, elles sont vraiment très sympas. Moi, j'avoue que j'ai bien apprécié de pouvoir les jouer. Ensuite, les Forge Phasers. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On dirait qu'ils ont des barbes, on dirait qu'ils sont petits, on dirait qu'ils sont dans des mines. Des Scavan, vous me dites? Non, non, ce sont des nains. Donc, voilà. Typiquement, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Après, honnêtement, vous allez dire, oui, ils sont pas cassés la tête. Le principe de Mantic, pour avoir vu justement des reportages, ils expliquent que eux, leur but, c'est pas de chercher des choses trop originales, mais c'est plutôt de répondre à un besoin simple. Vous avez envie de jouer des nains de l'espace, voilà, vous allez pouvoir le faire, des elfes de l'espace, des Space Marines de l'espace, etc. Ça vous permet de vite vous repérer. Là, au moins, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'expliquer, hein, directement, on vous dit, bah tiens, ça c'est les nains de l'espace. Ah, ok. Donc, là, GCPS, c'est tout simplement le corps de l'armée, donc les Marines, hein, on va dire. Ils ont voilà, l'équipement classique, donc pas très puissant, mais assez polyvalent. Voilà. On va avancer un petit peu. Vous avez voilà, ces types de motos monoroues, les drones avec les lance-missiles, les mitrailleuses. Voilà, voilà, on est vraiment dans l'imagerie classique du soldat un peu à la Starship Troopers. Ensuite, les maraudeurs. Donc les maraudeurs, ce sont des orques. Eh oui. Alors petite particularité, c'est que les maraudeurs au début, ils étaient alliés. En fait, ils étaient utilisés même par les humains, mais qu'au bout d'un moment, ils ont fini par se rebeller. Donc c'est pour ça qu'ils vont partager un équipement assez commun avec les humains, mais bon voilà, vous allez avoir des brutes, on va être en direction du corps à corps, on va être très fort au corps à corps, ben voilà, pas de surprise, on est sur les orques. Puis vous voyez, hein, ça ressemble à du Nobs, ça ressemble à de la boîte qui tue, ça ressemble à du Squig, du jetpack, voilà, vous n'êtes pas perdu, hein, ça c'est clair. Après, il faut dire ce qu'il y a, hein. Au début, l'histoire de Mantic, c'était de faire des proxys un peu pour Warhammer 40 000. Donc maintenant, on n'en est plus là, mais forcément, tout ce qui est déjà sorti, on va le réutiliser. Donc c'est pour ça que vous trouvez des petites coïncidences. Ensuite, vous avez Mason Lab. Et bien, tout simplement, faut imaginer la méga corporation avec des zombies, Resident Evil, Umbrella, j'ai dit Umbrella Academy, Umbrella, voilà, vous êtes vraiment dedans. Donc vous allez trouver des scientifiques, des soldats d'élite, et puis des zombies équipés pour que on puisse s'en servir tout simplement. Voilà, il y a aussi des drones, hein, ça c'est assez amusant en fait, ces choses-là, là, les spécialistes, des sortes de créatures biomécaniques, voilà, qui gardent en fait les laboratoires. J'avoue que c'est quelque chose qui est assez tentant, hein, même pour le trip Resident Evil. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors bien sûr, il nous faut de l'extraterrestre un petit peu aliénoïde, et ben voilà, vous avez les Nameless, donc ce sont typiquement les bestioles un peu ambiance zerrien, donc il y a quand même des grosses bébêtes. Donc voilà, on va aller voir directement, vous voyez, hein, quand vous jouez le Goliath, là ça en impose suite sur la table de jeu. Après, c'est en mode un petit peu crustacé, hein. On a quand même les petites griffes comme ça, ils ont tous ces petites pinces. Donc voilà, après le look,
je pense que c'est un look qui peut partager un peu parce que soit on aime, soit on n'aime pas trop. Je trouve qu'ils ont un look un peu années 80, vous voyez, dans le côté science-fiction, mais bon, voilà. Ensuite, la contagion, eh bien, tout simplement, voilà, le virus que vous avez débloqué, donc les super zombies cannibales. Alors, est-ce qu'un zombie est cannibale? Tiens, c'est une bonne question, ça, ouais. Mais en tout cas, voilà, les forces brutales. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver aussi, eh bien, des unités de la GCPS qui sont contaminées. Vous pouvez vous emmener à faire des conversions. Voilà, on a la fameuse aberration aussi. Donc voilà. Les Rebs, donc est-ce que ce sont les robus, les rebelles? C'est un peu la même chose hein, au final hein, pour les méga corporations. Là, vous allez avoir le melting pot de ceux qui ne se laissent pas faire. C'est pas mal si vous avez envie d'avoir quelque chose justement qui va changer, qui va pas être rattaché à justement un côté un peu Tolkien, ce que je vous disais, on va avoir vraiment un peu tout, hein, donc des extraterrestres, vous voyez, des méga armures, là le sergent il est vraiment super cool, des figurines qui changent. Si vous voulez un petit peu d'originalité, eh bien je pense que c'est vraiment la faction qu'il vous faut. Alors tout à l'heure je vous parlais des Skaven, eh oui il y a des Skaven, donc en fait des hommes rats, pardon, donc des hommes rats qui creusent des tunnels et qui ont des grosses fourreuses, donc c'est les Vermins, en 2 mots, hein, c'est important, et puis voilà, donc là vous avez l'archétype, la troupe populeuse, des armes qui tirent pas mal hein, quand même, il y a des armes qui tirent bien, et puis avec leur équipement, des choses un petit peu étranges. C'est des figurines qui ont été refaites, certaines ont été refaites assez récemment, donc du coup il y a différents types de sculptures, et puis là vous retrouvez la sorte de grosses roues hein, qu'on connaît bien justement, peut-être ailleurs. Voilà, et puis les différents équipements, et on a fait le tour de toutes les factions qui sont jouables dans des zones. Et voilà, la conclusion, vous la connaissez sans doute déjà, hein, c'est que c'est du jeu très nerveux, très facile d'accès. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour passer un bon moment avec votre partenaire de jeu. Donc c'est ce que propose vraiment Dead Zone. Des parties rapides, on est facilement mis dans l'ambiance, on comprend un petit peu ce qui se passe. Et toujours, vous avez le combo double action, le combo activation alternée. Ça veut dire que vous n'allez jamais vous endormir en attendant que l'adversaire fasse ses trucs. On n'est pas dans plein de combos un peu délirants qu'on ne voit pas forcément venir. Vous avez ces dés-là, ça a l'air de rien, mais vraiment ça rajoute du peps en fait sur vos parties. C'est pas très onéreux si vous cherchez vraiment quelque chose d'un petit peu voilà, contenu au niveau du tarif, vous partagez cette boîte à 2, on est vraiment sur quelque chose de vraiment correct hein, niveau prix, ça devient difficile, c'est même moins cher que des jeux de société hein, que vous pouvez trouver et qui ne vous offrent pas autant de rejouabilité. La rejouabilité elle est très bonne, vous avez toutes les armées qu'il y a dans Firefight hein, de chez Mantic, ça fait beaucoup de figurines qui sont sorties. Si vous aimez les figurines, ces figurines sont quand même simples à monter, simples aussi du coup à peindre, on peut faire aussi des petites conversions assez facilement, et puis c'est aussi la porte ouverte si vous avez envie après de tester Firefight par exemple, et bien vous avez déjà votre début de faction, et puis il suffit de rajouter quelques véhicules, d'autres unités forcément, et puis vous jouez sur un plus grand format. Mais je pense que vraiment ça c'est le jeu où vous dites on n'a pas trop envie de se prendre la tête, peut-être qu'on n'a que 2 heures ou 3, mais on va peut-être pouvoir faire 2 ou 3 parties si on tourne bien, il n'y a pas à chipoter, donc c'est vraiment très friendly comme en termes de jeu, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Et puis encore une fois, la gestion des volumes, ça c'est une très bonne chose parce que combien on a de jeux avec des éléments assez, qui décorent beaucoup, qui sont en hauteur, mais où on ne peut pas aller dedans, on ne peut pas les utiliser, c'est juste vraiment des bloquants, c'est un peu frustrant. Là au moins, vous ne serez pas frustré avec ce jeu-là. Voilà. Merci à Légion de m'avoir prêté Dead Zone, et puis je vous dis à bientôt. Si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. J'essaie de faire des vidéos vraiment très variées, et puis j'espère qu'un jour il y aura tous les jeux présentés sur IGTV. Donc à bientôt. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous.